Personne n'aurait pu imaginer que l'homme, autrefois apparu dans des centaines d'épisodes télévisés suivis par des millions de téléspectateurs à travers le monde, courberait un jour la tête, terrifié, entre les murs de pierre froide d'une prison fédérale. Pourtant, la vérité est encore plus cruelle que ce que les médias ont jamais rapporté. Rick Harrison ne purge pas seulement une peine d'emprisonnement à perpétuité pour blanchiment d'argent et traite d'êtres humains. Il est brutalement maltraité par des détenus qui l'ont autrefois regardé à la télévision et qui méprisent désormais tout ce qu'il représente. Mais la célébrité jette souvent des ombres, et dans le cas de Rick, ces ombres n'étaient pas passagères. Elles étaient les contours d'un système clandestin qu'il est aujourd'hui accusé d'avoir bâti et dirigé en coulisses. Les premiers soupçons ne venaient pas des médias, mais d'anciens associés et partenaires commerciaux. Des rumeurs concernant des transactions en espèces non documentées, des articles importés sans certificats appropriés et des investissements vagues et intraçables ont commencé à circuler dans les milieux d'affaires de Las Vegas dès 2016. À l'époque, Porn Stars était à son apogée, attirant plus de 5 millions de téléspectateurs par épisode sur History Channel. C'était un véritable succès, et aucune chaîne n'était désireuse de s'intéresser à l'une de ses stars les plus rentables. La situation a changé en 2017, lorsque le FBI a élargi son enquête sur le blanchiment d'argent au sein de l'industrie pornographique du Nevada. Des rapports internes ont identifié Las Vegas comme l'une des 5 villes américaines les plus génératrices de flux de trésorerie importants et incontrôlés. Des entreprises prestigieuses comme Gold and Silver Porn Shop, dont les transactions atteignaient des millions chaque année, ont rapidement attiré l'attention. Les premières enquêtes n'ont pas identifié Rick directement. Mais mi-2018, une série de documents financiers suspects ont été découverts dans des déclarations fiscales et des comptes bancaires liés à son entreprise. Fin 2024, le FBI est passé à l'action. Une perquisition a été menée avant l'aube dans la demeure de Rick, d'une valeur de 3,7 millions de dollars, à Las Vegas. Des dizaines de cartons contenant des documents, des disques durs, de l'argent liquide et des documents liés à des sociétés écrans présumées, directement ou indirectement liés à Rick, ont été saisis. Les médias se sont mobilisés. CNN, Fox News et TMZ ont tous révélé l'affaire avec des titres qui ont stupéfié le public. Des stars du porno sous le coup d'une enquête pour blanchiment d'argent et trafic d'êtres humains. Internet s'est effondré. L'image de Rick, son sourire confiant et son regard perçant, a été instantanément remplacée par celle de lui menotté, visiblement tendu, amené hors de chez lui sous les flashs des caméras. En avril 2025, Rick Harrison a été officiellement inculpé de blanchiment d'argent, de complot pour trafic d'êtres humains et de fraude financière fédérale. L'acte d'accusation indiquait que Rick avait utilisé son magasin de porno comme façade commerciale pour blanchir des millions de dollars d'argent illicite, dont une partie était liée à une opération de traite d'êtres humains menée dans plusieurs États. Fait crucial. Des preuves numériques auraient démontré l'implication directe de Rick dans l'autorisation et l'organisation de ces transactions. Lors du procès, l'équipe juridique de Rick a soutenu qu'il avait été manipulé par des associés de confiance et qu'il ne pouvait pas superviser toutes les opérations internes. Mais les procureurs ont présenté une montagne de preuves, d'emails, d'appels enregistrés et de contrats signés, attestant de son rôle actif dans l'entreprise criminelle. Après des mois de débats judiciaires, Rick Harrison a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La réaction du public a été mitigée. La moitié était stupéfaite. L'autre moitié disait qu'il avait eu ce qu'il méritait. Mais peu d'entre eux anticipaient la suite. Le procès était terminé. Mais pour Rick Harrison, la véritable sentence ne faisait que commencer. In prison, privé de pouvoir et de gloire, il n'était plus la vedette d'une émission à succès. Il était juste un détenu comme les autres. Et dans ce monde, la punition serait bien au-delà de la loi. Une souffrance physique et psychologique brutale dans un endroit où la célébrité ne signifie rien et où la survie est tout aussi importante. Le premier choc derrière les barreaux. Peu après sa condamnation à perpétuité, Rick Harrison a été transféré dans une prison fédérale de sécurité moyenne du Nevada, hébergeant plus de 200 détenus, allant des trafiquants de drogue aux escrocs financiers, en passant par les meurtriers condamnés. Avec un profil criminel aussi audacieux et un nom reconnu dans tout le pays, Rick était incontournable, tant pour les détenus que pour le personnel pénitentiaire. Ironiquement, la célébrité qui le protégeait autrefois dans le monde médiatique était devenue une arme à double tranchant qui le hantait derrière les murs de la prison. Dès le premier jour,
Rick sentit le changement d'atmosphère. Fini les lumières du studio, les applaudissements et les fans en quête d'autographes. À leur place, les regards froids et mesurés des détenus endurcis. Des hommes rejetés par la société voient désormais l'un de ces visages les plus familiers entrer dans leur monde. Son arrivée fut comme de la viande fraîche jetée dans une cage. Une récompense inattendue pour ceux qui cherchaient désespérément à l'humilier, à le dominer ou à l'utiliser comme levier au sein de la structure sociale brutale de la prison. Selon les statistiques du Bureau de la justice, jusqu'à 18% des détenus notoires ou ayant un passé médiatique sont agressés physiquement au cours de leur première année, soit près de 4 fois plus que la moyenne. Pour Rick, ce chiffre n'était pas qu'une statistique, c'était une menace imminente qu'il ressentait à chaque pas hors de sa cellule. Au début, il s'efforçait de rester discret. Pas de contact visuel, pas de conversation, une soumission totale aux gardiens. Mais en prison, le silence n'est pas synonyme de neutralité. C'est de faiblesse, et la faiblesse ne se pardonne jamais. Les gardiens, habitués à gérer des détenus célèbres, ne leur accordaient aucun traitement de faveur. Certains se montraient même ouvertement hostiles, considérant Rick comme une simple star des médias devenu détenu, quelqu'un qui se croyait autrefois intouchable. L'un d'eux aurait déclaré lors de l'appel: « Ne pensez pas qu'être à la télé vous donne un laissez-passer ici. Ici, vous êtes le 98 416. Rien de plus. » Cette indifférence a créé un vide dangereux. Personne ne se souciait de Rick. Et dans un endroit où les règles sont écrites avec les points, le sang et la peur, la solitude est fatale. Au cours de la première semaine, Rick a reçu 3 menaces indirectes. Une serviette trempée jetée dans sa cellule, une lame de rasoir cassée posée près de son lit et un mot griffonné sur lequel on pouvait lire « Hollywood ne survit pas ici ». Personne n'a revendiqué l'incident, mais le message était clair. Il n'était pas le bienvenu. Et un seul faux pas pouvait lui coûter cher. Il est devenu l'objet d'une attention constante. Pas d'un seul groupe, mais de presque tout le monde. On murmurait de lui dans les couloirs, on le fixait du regard au réfectoire, et on le zappait souvent dans la file d'attente. Son changement d'état d'esprit fut rapide. Autrefois habitué à diriger des équipes, à prendre des décisions à la va-vite et à performer devant la caméra, Rick ne pouvait désormais plus soutenir le regard de quelqu'un plus de 3 secondes. Le sommeil ne lui offrait aucune échappatoire. Il se réveillait au son d'un rire sinistre, de coups frappés à sa porte, ou tout simplement avec le sentiment inébranlable d'être observé. Dans un endroit où chaque geste peut être transformé en menace, Rick sombrait dans un état de panique silencieuse, perdant son sang-froid habituel. La violence ne s'était pas manifestée par des coups. Pourtant, elle était silencieuse, sous des regards méprisants. Dans cet isolement qui le laissait sans personne vers qui se tourner, ce fut la première strate de la violence carcérale. La torture psychologique, où chaque nuit se termine par la même question. Survivrai-je demain? En réalité, les agressions physiques en prison commencent souvent par ce type d'humiliation prolongée. Une étude de la Prison Policy Initiative montre que 70% des agressions violentes sont précédées d'1 à 3 semaines de dégradation verbale et psychologique. Rick suivait ce schéma à la lettre, et il le savait. Mais le plus accablant, c'est que personne ne voulait l'aider, et il n'y avait aucune issue. Le dénouement avait commencé, non pas avec les poings, mais avec la lente érosion de son état mental. Rick Harrison, autrefois maître de toutes les négociations, ne pouvait désormais plus négocier avec sa propre peur. Environ 3 semaines après l'entrée en prison de Rick Harrison, les avertissements se sont transformés en actes. L'incident s'est produit par un après-midi étouffant de juin, pendant le temps de cours prévu. 45 minutes étaient réservées aux détenus pour prendre l'air, faire de l'exercice ou socialiser, sous la surveillance distraite de quelques gardiens. La cour était grande ouverte, mais personne n'était hors de vue. Ce n'était pas seulement un lieu où se dégourdir les jambes, c'était une arène souterraine, où le rang et la domination étaient constamment redéfinis par le sang et la peur. Rick sortit comme d'habitude. Il choisit un coin tranquille près d'un vieux banc en béton, près de la clôture en barbelé, se tenant à distance des groupes de détenus qui soulevaient des poids, fumaient ou jouaient au basket. Mais ce jour-là ne ressemblait pas aux autres. Un groupe de 4 hommes, tous d'anciens détenus du bloc C, s'avança vers lui. À leur tête se trouvait un grand homme blanc, lourdement tatoué, nommé Vince, connu dans la prison sous le simple nom d'exécuteur. « Hey, patron de la télé !» dit Vince d'une voix douce, mais juste assez pour que les autres s'arrêtent et se retournent. « J'ai entendu dire que tu vendais des bêtises à la télé et que tu gagnais des millions. Alors pourquoi es-tu recroquevillé comme un rat effrayé maintenant? » Rick ne répondit pas.
Il garda les yeux rivés au sol, essayant de garder son calme. Mais Vince n'en avait pas fini. Il s'approcha, posa une main sur l'épaule de Rick et se pencha. Ici, vous n'êtes personne. Vous êtes délaissé pour compte. Compris? Sans attendre de réponse, Vince poussa soudain Rick au sol. Un rire discret parcourut le groupe, puis un violent coup de poing dans la poitrine de Rick, puis un autre dans la mâchoire. Les gardes se tenaient à distance, faisant semblant de ne rien voir. Personne n'intervint. Le silence se fit dans la cour. Et dans ce silence, Rick Harrison fut attaqué pour la première fois de sa vie, en moins d'1 minute. Le groupe s'éloigna comme si de rien n'était. Rick Geisetla, le visage tout méfié, les lèvres fendues, du sang coulant du coin de la bouche. Personne n'est venu à l'aide. Et ce n'est qu'après la sonnerie de la cour qu'un détenu plus âgé a discrètement aidé Rick à se rendre à l'infirmerie. L'infirmier de la prison l'a nettoyé, lui a bandé les côtes et lui a donné 2 analgésiques. Aucun rapport n'a été établi. Aucune accusation. Aucune conséquence. L'incident a été classé comme mineur. Mais pour Rick, ce passage à tabac marquait un point de non-retour. Pour la première fois, il se sentait véritablement impuissant. Pas de règles, pas de protection, pas de justice, juste la dure vérité. Un homme qui avait tout autrefois ne représentait plus rien ici. Dans les jours qui suivirent, Rick commença à prendre conscience de la dureté du monde carcéral. La neutralité n'existait pas. Chaque détenu appartenait à un camp. Et Rick, n'appartenant à aucun camp, était désormais une cible facile. Puis vint Frank. Frank était en prison depuis plus de 18 ans. C'était un homme expérimenté et respecté dans tous les quartiers. Il n'a pas frappé Rick. Il a fait une offre, un après-midi, à la cafétéria. Il s'est assis à côté de Rick et lui a parlé franchement. « Je peux te protéger, mais tu dois avoir de la valeur. » Rick avait l'air perplexe. « Que veux-tu dire? » Frank eut un sourire narquois. « Tu avais des relations. Tu sais comment transférer de l'argent. Tu sais comment faire en sorte que les gens te croient. C'est du sérieux. C'est important ici, mais il faut choisir son camp. Sinon, on sera démantelé. » Ce n'était pas de la gentillesse. C'était une question de survie. Rick comprenait que refuser signifiait être traqué à jamais. Mais accepter signifiait renoncer à sa dignité. D'homme autrefois à la tête d'un empire commercial légitime, il allait désormais s'impliquer dans une économie interne illicite. Il transportait de la drogue, blanchissait de l'argent au sein de la prison, influençait les gardiens et gérait les services dont dépendaient les détenus. Rick accepta, mais il savait que c'était une reddition. Il devint scribe, écrivant, négociant des accords secrets entre factions, utilisant son esprit pour effectuer des calculs pour des criminels. En échange, il était protégé. Plus de coups, plus de menaces directes. Mais il était désormais regardé avec un mépris discret. Il ne le frappait plus, mais le regardait avec pitié et dégoût. Il n'était plus la star de télévision admirée, mais un homme désespéré cherchant protection contre des tueurs. Rick ne faisait plus confiance à personne. Dans sa cellule, il griffonnait des notes dans les marges d'une Bible, comme des confessions privées. « J'ai fait des erreurs, mais est-ce que je les mérite? » Il se retirait de presque tout, ne parlait que lorsque c'était nécessaire, évitait le contact visuel et devenait hyper vigilant. Mais cela ne faisait que le rendre la cible d'un autre type de tourment. L'érosion psychologique. Il n'avait pas besoin d'être frappé. D'autres se moquaient de lui en silence. À son passage, quelqu'un criait « Où est passée votre équipe de tournage? » Ou quoi? Pas de télé-réalité en faisant la vaisselle? Les remarques sarcastiques, les regards, les sifflements sarcastiques, tout cela l'épuisait. Rick devenait paranoïaque. Il ne parvenait pas à dormir. Des cauchemars le hantaient. Il imaginait qu'il était traîné dans la cour et exécuté. Il se réveillait trempé de sueur, le cœur battant, mais incapable d'en parler à qui que ce soit. La prison disposait d'un système de soutien psychologique pour les détenus souffrant de dépression. Mais Rick ne s'y était jamais inscrit. Il craignait d'être perçu comme faible. Or, en prison, la faiblesse est une condamnation à mort. Selon l'Institut national des services correctionnels, les détenus soumis à une torture douce, des violences psychologiques prolongées, plutôt qu'à des sévices physiques, ont 3 fois plus de risques de souffrir de troubles anxieux graves. Rick devenait un cas d'école. Son esprit ne se brisait pas sous les coups, mais sous la présence constante de l'humiliation, de la surveillance et de la lente perte d'identité. Le monde ne voyait plus Rick Harrison comme un magnat de la télévision. En prison, il n'était qu'une marchandise à utiliser, à échanger, puis à tomber dans l'oubli. Le pire, c'est qu'il commençait à y croire. Mais d'effondrement total. Après avoir choisi son camp et accepté de servir d'intermédiaire à l'équipe de Frank, Rick pensait avoir trouvé un peu de sécurité. Mais en prison,
Les alliances ne durent pas. Et se ranger du mauvais côté peut être synonyme de condamnation à mort à petit feu. Tout a commencé par une affaire de contrebande de tabac ratée. Une cargaison cachée dans la buanderie n'a pas atteint sa destination. Le détenu responsable a été pris en flagrant délit par un gardien. La rumeur s'est rapidement répandue dans la cour. Quelqu'un avait dénoncé, et le premier nom murmuré était celui de Rick. Le discret, le preneur de notes, l'étranger. Dans un monde où le silence est souvent signe de trahison, il devint le principal suspect. Rick sentit le changement d'énergie. Les mêmes hommes qui le protégeaient autrefois détournèrent maintenant le regard. Frank évitait tout contact visuel. Les deux hommes de main qui accompagnaient Rick au déjeuner cessèrent de venir. Aucun avertissement, aucune protection. Pour Rick, c'était le signal le plus clair. Il avait été livré à lui-même. L'attaque a eu lieu un mercredi pendant la pause déjeuner, alors que les détenus étaient libres de circuler entre la cour et les espaces communs. Rick marchait seul, son petit carnet à la main. Il se dirigea vers son emplacement habituel, au fond du jardin. Mais cette fois, il n'y avait personne d'autre. Pas de groupe, pas de bavardage. Le silence inquiétant, celui qu'on observe avant un coup dans un vieux film de mafia, fut la première chose qui révéla à Rick que quelque chose n'allait pas. Puis, de derrière un petit hangar à outils au fond de la cour, 3 hommes surgirent. L'un d'eux était Vince, celui-là même qui avait agressé Rick durant sa première semaine. Mais cette fois, Vince n'était pas avec son ancienne bande. Les 2 autres étaient des détenus latinos soupçonnés d'être affiliés à une faction rivale, les Franks, en prison. Lorsque des équipes adverses s'allient, cela signifie généralement une chose. La cible est marquée et personne ne vient à sa défense. Rick se leva et se retourna pour retourner vers le bâtiment, lorsque Vince cria « Où vas-tu? » « Hollywood, je croyais qu'on avait rendez-vous. » Avant que Rick puisse répondre, ils se précipitèrent sur lui. Un coup de crochet à la mâchoire le fit tomber instantanément. Un coup de pied dans les côtes suivit. Un homme l'attrapa par les cheveux et lui fracassa la tête contre le trottoir. Du sang coulait de sa tempe. Rick ne cria pas. Il ne se débattit pas. Il n'avait plus aucune force, plus aucun instinct de survie, seulement l'envie de se rendre. Les coups durs n'ont duré qu'1 minute, mais il a été brisé. 2 côtes brisées, une pommette fracturée, la jambe droite disloquée. Il savait qu'il n'y aurait pas d'enquête, et ils avaient raison. L'incident a été enregistré comme une altercation entre détenus et traité en interne. La solution? Rick a été transféré dans une autre cellule. Il fut emmené à l'infirmerie, cette fois avec des blessures internes visibles. Mais les dommages les plus graves, ceux qu'aucune IRM ne peut détecter, se trouvaient à l'intérieur. Pendant 3 jours, Rick resta silencieux. Il refusa de manger, refusa de suivre une thérapie. Un psychologue de la prison lui rendit visite. Rick tourna la tête vers le mur. À un moment donné, une infirmière l'a entendu murmurer. « Je ne sais même plus qui je suis. » Les signes d'un trouble dépressif majeur ont commencé à apparaître. D'abord, le déni. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait été aimé par des millions de personnes. Puis vint une rage sourde et brûlante, non pas contre ses agresseurs, mais contre lui-même pour avoir laissé tout cela s'effondrer. Puis vint le désespoir. Il commença à se demander à voix haute, « Est-ce que quelqu'un se soucierait de ma mort? » La dépression s'accompagnait d'images obsédantes. Rick se mit à rêver sans cesse des objets anciens qu'il chérissait autrefois. Seulement, maintenant, ils étaient brisés. Cadrons brisés, statues décapitées, autrefois symboles de joie et de sens. Ces objets incarnaient désormais une vie anéantie. Ce qui le hantait davantage, c'était le sentiment de trahison. Non seulement de la part de Frank, des gardes ou de son équipe juridique, mais de la part de tous ceux qui l'avaient autrefois aidé. Il n'était pas en colère contre eux, il s'en voulait à lui-même d'avoir cru en eux. L'isolement devint son réflexe. Il a cessé de parler et ne quittait sa cellule que s'il y était contraint. Il restait assis pendant des heures, fixant à travers les barreaux le même coin de cour où il avait été battu, comme un homme revoyant sa propre condamnation. Selon un rapport de l'American Psychological Association, 42% des détenus ayant subi à la fois isolement psychologique et violence physique souffrent d'un effondrement identitaire dans les 6 mois. Rick correspondait parfaitement au profil. Autrefois maître de son image, il était désormais un homme démuni de tout contrôle, incapable de définir qui il était. La torture n'était pas seulement physique. Cela s'est infiltré dans son système nerveux. Rick a commencé à montrer des signes de désorientation. Un jour, il a rempli un formulaire médical et s'est trompé de nom. Une autre fois, il s'est trompé d'unité de détention après avoir été convoqué pour un examen.
Selon le médecin de la prison, il s'agissait de symptômes classiques du syndrome de stress post-traumatique, SSPT. Un état de stress post-traumatique déclenché par une peur extrême et prolongée. Lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait être transféré, Rick a décliné. Sa réponse était simple. C'est la même chose partout. Mais pour les professionnels qui le surveillaient, cette phrase en disait long. C'était le signe d'un homme qui ne croyait plus en aucun système, ni intérieur ni extérieur. Rick Harrison, qui négociait autrefois avec un sourire confiant devant un katana japonais vieux de 500 ans à la télévision nationale, ne pouvait plus gérer ses émotions. Il avait perdu le contrôle de son environnement, sa volonté de se battre et, plus tragiquement, son estime de soi. Cinquièmement, pourquoi Rick Harrison s'est-il vraiment effondré? Sa chute ne fut pas seulement une série d'incidents judiciaires, ni la conséquence directe de 2 passages à tabac brutaux en prison. Il faut décortiquer 3 éléments essentiels. Le poids de la célébrité, une ambition sans limite et l'illusion d'immunité. Un trouble psychologique fréquent chez les personnalités publiques. Rick Harrison n'était pas seulement un homme d'affaires célèbre. Pendant plus de 10 ans, il fut un visage familier de la télévision américaine, symbole de la réussite personnelle. Il incarnait la conviction que l'intelligence et le travail acharné suffisaient à bâtir un empire. C'est pourquoi sa renommée n'était pas seulement un atout. C'était une sorte de halo, qui l'isolait instantanément dès son entrée en prison. Pour les autres détenus, Rick n'était pas un simple prisonnier. Il incarnait tout ce qui leur avait été refusé. Un homme riche, puissant et admiré. Cela faisait de lui la cible idéale, un trophée pour affirmer sa domination, pour prendre sa revanche sur la vie, pour remanier la hiérarchie carcérale. La célébrité est une arme à double tranchant. Dans le monde libre, elle apporte sponsoring, opportunités commerciales et respect du public. In prison, elle vous fait prier. Rick ne comprenait pas. Il était entré en prison dans l'espoir de rester discret, mais sa célébrité l'en empêchait. Comme un effet domino, chaque coup de poing, chaque regard méprisant était une façon pour le système de punir une personnalité publique qui osait s'aventurer dans le monde des oubliés. Il est également vrai que Rick Harrison était un homme d'affaires perspicace, mais à mesure que son empire s'étendait, ses ambitions dépassaient des limites légales et éthiques, comme l'avait autrefois soutenu son équipe juridique. C'était le fruit d'un état d'esprit courant chez les personnalités de l'élite. Je suis assez intelligent pour déjouer le système. Je suis l'exception. L'ambition n'est pas intrinsèquement destructrice, mais lorsqu'elle n'est pas soumise à l'éthique ou à la loi, elle se transforme en une forme d'autorité auto-attribuée. Cette illusion d'être au-dessus des règles. Rick n'était pas le seul dans ce cas. Des PDG comme Elizabeth Holmes, Les Ranos, aux célébrités comme Lori Loughlin, en passant par le scandale des admissions universitaires, le schéma est familier. Les gens qui croient en leur succès